elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Houda Benyamina. Je pense que le 21e siècle sera féminin, c'est évident, c'est sûr même. Je suis tombée de ma chaise en voyant le discours de Houda Benyamina à Cannes. Quand je l'ai entendu crier « Des femmes, nous !» Je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je l'aie, qu'elle vienne parler dans La Poudre. Faut ouvrir nos grandes gueules, faut poser nos clitos, faut se plaindre. Alors je vous avoue, j'ai galéré pour l'avoir, la sensation du moment, hyper sollicitée, hyper protégée. Mais bon, j'ai réussi. Trop fière. Et donc on s'est rencontrés dans une chambre de l'hôtel Providence. C'était le 24 août, à une semaine de la sortie de son film Divine en salle. Et il y avait une attente, une sorte de tension. L'art de la vanne. Mais vraiment, quand j'ai vu Cyrano de Bergerac, je me dis « Ah, mais c'est comme nous, en fait !» Il y avait aussi de la gaieté, une désinvolture. Et à la fin de l'interview, où on n'a pas arrêté de glisser du vous au tu, Houda a pris mon numéro. On ira prendre des cafés toutes les deux et poursuivre l'échange qui aurait pu durer 3 heures. Avec Houda Benyamina, on a parlé de colère, on a parlé de Dieu, on a parlé de tout, en fait. Houda Benyamina, je voulais vous dire merci. Je me suis prise une claque monumentale devant Divine. Ce film est jouissif de bien des manières. Il y a l'écriture, la lumière, le jeu des actrices, le propos qui est tellement moderne. Mais moi, ce qui m'a rendue folle de joie, c'est la façon dont vous explosez les clichés de genre. Votre héroïne, c'est Scarface, et son mec, c'est Black Swan. C'était ça le propos. Oui, d'abord merci parce que je suis très touchée de la manière dont vous avez reçu le film. Oui, alors Black Swan n'est pas une référence, mais en effet, le danseur incarne la sensualité, la grâce, la beauté, et elle, Dounia, qui veut dire d'ailleurs la vie d'ici-bas, est plus dans un rapport guerrier et dans une quête de réussite, un peu comme le personnage de Tony Montana, ouais. D'ailleurs, en fait, c'est un moment dans une vie, c'est le moment dans la vie de Dounia, donc qui est une jeune femme qui est en soif de reconnaissance, en soif de réussite, en besoin de dignité aussi. Et elle est habitée par une révolte énorme. Est-ce que elle ressemble à celle que vous étiez, vous, à son âge, à 17 ans ? Ouais, complètement. Moi, je dis toujours que je mets en moi, il y a un peu de moi dans tous les personnages. De la même manière, il y a aussi de mon co-scénariste dans les personnages. Et Dounia, on va dire qu'il y a une grande partie de ce que vous venez de dire qui m'anime encore. Vous avez grandi à Viry-Châtillon, dans l'Essonne ? Exactement. C'était comment de grandir là-bas ? C'était bien, en fait. C'était très... on passait notre temps dehors à jouer. On avait un bac à sable. Bon, il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais on jouait au baseball. On se battait. On regardait les grands danser. Moi, j'ai vécu des amitiés super fortes dans mon quartier, en fait. Du coup, j'en garde vraiment un beau souvenir. Mes années collège, c'est mes plus belles années, en fait. Je veux dire, dans le cursus scolaire, en fait. Parce qu'après, on a des très belles années. Mais ouais, voilà, c'est... Moi, je dis toujours, quand je partais au Maroc en vacances, mon père, il habitait dans un quartier plutôt moyen, enfin, plus, en fait. Et ma mère, elle habitait dans presque les favelas, quoi, de Casablanca. Et mon père, il voulait toujours nous emmener au bord de la plage, tout ça. Il prenait des petits bungalows, des choses comme ça. Et nous, on rêvait que d'être dans les favelas, à marcher pieds nus, manger de la glace, et courir derrière les voitures en nous accrochant derrière, et faire la tournée des voisins. Parce qu'en fait, les voisins, on allait chez eux, on toquait, on prenait un petit peu de pain avec un peu d'huile d'olive. Et ça, c'était vraiment fantastique. Et là, mon quartier, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on faisait... Il y avait beaucoup de joie, on se vannait beaucoup. Il y a vraiment
Je dis toujours en tout cas dans les quartiers populaires, il y a vraiment le plaisir de la vanne, un peu comme on pouvait le voir dans Cyrano de Bergerac. L'art de la vanne, presque. Exactement, l'art de la vanne. Mais vraiment, quand j'ai vu Cyrano de Bergerac, je me dis, mais c'est comme nous, en fait. Je me suis sentie très proche de ces combats verbaux. Et voilà, non, je garde un très très beau souvenir de mon enfance, en tout cas de mon quartier. Et donc vos deux parents, ils viennent de Casablanca ? Ah, oui, mon père est de Fès et ma mère est de Casa. Et vous parlez comment quand vous étiez petite ? Quel genre d'éducation, de ton on employait à la maison avec vous ? Nous, on est une famille nombreuse, donc ce qui est bien, c'est quand on est une famille nombreuse, on ne peut pas trop se focaliser sur toi. Il y a tellement de monde que... c'était une famille, j'ai envie de dire, avec beaucoup de brouhaha. Un peu à la Ettore Scola, je sais pas si tu as vu un peu ça, c'est vraiment ces ambiances-là, en fait. Tu vois, les ambiances d'Emir Kusturica, très vivant, ça parle fort, tout le monde essaye de s'imposer, de donner ses idées. C'est marrant, ça me fait. J'ai vu simplement, j'ai pas pu le voir en entier malheureusement, mais un extrait de Ma poubelle géante. C'est votre premier court-métrage. C'est tout à fait comme ça. Et on voit une famille, un petit déjeuner où tout le monde parle en même temps, tout le monde se coupe la parole. C'est un petit peu ça. C'est complètement ça. C'est en plus, ce qui est marrant, c'est que dans Ma poubelle géante, j'ai reproduit l'appartement de là où j'ai grandi. Donc c'est ça, exactement. Mais en plus, comme on est beaucoup, nous on était 7 frères et sœurs à vivre dans le même appartement au même moment. Et il fallait se battre pour avoir sa place, en fait. Donc forcément, ça crée des personnalités assez Vous étiez en quelle position dans la fratrie ? Moi, j'étais 4e. 4e, au milieu. Exactement. Et votre maman, c'est quel genre de femme où c'était ? Ma maman, c'est une femme très, très forte, très intelligente, très très intelligente, et puis très libre. Vraiment d'une liberté absolue et très drôle. Je pense que mon côté un peu... moi, je dis toujours que j'ai une sorte de vulgarité poétique. Ça, je tiens vraiment de ma mère, quoi. Parce qu'en fait, Casablanca, c'est très vulgaire. C'est une ville très vulgaire. Les gros mots sont vulgaires. Les vannes sont vulgaires. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y a une sorte de poésie dans cette vulgarité, quoi. Et ma mère, elle a un peu elle est très drôle. C'est un vrai clown, quoi. Une gouaille, un peu. Ouais, une vraie gouaille, parce qu'elle vient d'un quartier populaire. Très, très, exactement, très Arletty, quoi. Peut-être parisien aussi, en fait. Ouais. Vous pensez être devenue femme ou vous l'êtes de naissance ? C'est marrant, c'est souvent ce que je me disais. Je me disais, nous, à la différence d'un mec, on nous a pas dit depuis qu'on était petits, soit une femme, soit une femme. On l'était de fait, en fait. Moi, j'ai l'impression que j'étais femme, c'est-à-dire depuis ma naissance, mais que je suis devenue, finalement, après un certain âge, je me suis sentie beaucoup plus proche. En fait, j'ai l'impression que, pour moi, il y a 2 cases. Tu es femme, et après, il y a la race des mères, qui est pour moi la race supérieure, tu vois. Celle qui donne la vie. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis passée dans la race des mères, on va dire, là, j'ai senti une différence. J'étais devenue une mère, j'avais vécu quelque chose que seules les femmes, seules les mères vivent, c'est-à-dire donner la vie à un autre être. Et là, je me suis sentie beaucoup plus proche des femmes. Avant, je faisais pas trop de distinguo entre une fille et un garçon. D'ailleurs, même je pouvais être même plus dure avec les filles que je ne l'étais avec les mecs. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai accouché, parce qu'en plus moi j'ai accouché sans péridurale. Ah, pourquoi ? Parce que j'avais envie de sentir mon accouchement. Waouh. Moi, c'était très important pour moi de sentir mon accouchement, d'ailleurs. J'ai accouché à la maternité des Lilas avec Chantal Birman, qui est une sorte de star des sages-femmes. Et je le sentais, il y avait un truc d'instinct qui disait, il faut pas que tu prennes la péridurale, tu n'en as pas besoin. Et je voulais ressentir la naissance de mon enfant. Mais il y a beaucoup de femmes qui ressentent, enfin je le dis pour déculpabiliser celles qui n'arrivent pas à aller au bout de cette envie-là, il y en a beaucoup qui veulent le faire et puis qui au moment donné, face à la douleur, changent d'idée et c'est pas forcément... C'est pas grave, hein. Après, moi mon mari, il me disait, mais prends la péridurale, il a dû subir en fait. Oui, il a vu la souffrance. Ouais, il a vu la souffrance. Moi, après, c'était un choix, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment un besoin.
de sentir ça, de le vivre, de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que après on est d'accord que c'est aussi important d'avoir le choix. C'est aussi super d'avoir de pouvoir décider de le faire sans. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme moi. Hein. Non, bien sûr. Moi, c'est parce que moi, j'avais envie de cette expérience-là. Bien sûr. Et je dis pas que c'est la meilleure expérience. C'est la meilleure expérience. Moi, je parle toujours de moi. Et je suis pas du tout en train de faire une généralité. Je pense qu'il y a des femmes qui en ont réellement besoin. Ouais. Et heureusement qu'il y a eu cette avancée, en tout cas. Ça a aussi sauvé des vies. Hein, bien sûr, ça sauve des vies. Et moi, par exemple, ça a sauvé la vie de mon enfant. Parce que si j'avais pas eu la péridurale, je sais pas si j'aurais pu avoir mon deuxième enfant. Donc, pour moi, elle est... Mais c'est juste que je pense qu'elle n'est pas nécessaire tout le temps. Mais voilà, après, c'est... Moi, je sais que... je dis toujours de la souffrance peuvent naître des choses très belles. Donc, j'avais besoin de souffrir, de comprendre ce que c'était. Et donc cette prise de conscience que vous êtes une femme est née en fait de cette douleur. Du coup, j'ai une solidarité maintenant avec les femmes. Et c'est vrai, hein, je peux dire ce que je veux, mais en fait, j'ai peut-être pas une solidarité. Je ferai pas de la discrimination avec un homme, hein, mais il y a un lien beaucoup plus fort une sorte de compréhension, une compréhension. C'est-à-dire que quand je vois les femmes autour de moi qui bossent, qui ont des enfants, et que je vois un mec qui bosse et qui a des enfants, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que la femme, elle a toujours un poids beaucoup plus lourd à porter. Et du coup, mon admiration est plus grande. Parce que pour moi, elles souffrent plus, elles ont plus à prouver, Donc, comme j'aime les personnes qui sont au banc de la société, qui sont des rejetées, et je trouve que la femme aujourd'hui, même dans la société du XXIe siècle, elle doit se battre plus qu'un homme. Vous avez dû vous battre vous aussi. Vous racontez souvent comment on vous avait mis hors du système scolaire, on vous orientait vers un CAP de coiffure, alors que vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous aviez envie de quoi à ce moment-là ? En fait, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que quand tu arrives en 3e, si t'as pas des bonnes notes, c'est soit tu fais un métier, soit tu vas en seconde générale. Tu vois. Moi, le problème, c'est que j'avais pas des bonnes notes. Donc, d'un coup, tu regardes qu'est-ce qui se présente à toi. T'avais secrétariat, coiffure, esthétique. Ma mère, elle me dit, bon, ta sœur, elle a fait esthétique. Moi, j'ai besoin qu'on me fasse mon brushing, tu vas faire coiffure. Elle a l'air géniale, votre mère, j'adore. Mais c'est sûr, c'est ça qu'elle m'a dit. Donc, du coup, j'ai fait. T'as pas le choix. De toute façon, c'est pas comme si tu m'avais ramené le tableau d'honneur. Tu sais, le tableau d'honneur, c'est... pour elle, enfin, au Maroc, c'était genre, tu vois, les félicitations. Donc, tu vas faire un CAP coiffure. Donc, ça a été un peu douloureux parce que, déjà, j'aimais pas ça. C'était pas ma passion. Moi, je voulais faire du théâtre. Mais je me suis dit, bon, écoute, fais un CAP coiffure. Je commençais à bosser un petit peu dans des... parce que mon grand frère est coiffeur, donc du coup le week-end j'allais bosser avec lui. Et là je me suis dit, waouh, tu commences à 9h du mat, tu finis à 20h, t'es lessivé. Debout toute la journée. Debout toute la journée. Je me dis, mais jamais j'arriverai à prendre des cours de théâtre en dehors. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré mon surveillant de collège m'avait demandé une coupe de cheveux. Et j'ai été lui couper les cheveux et il m'avait donné 2 trucs. Parce qu'il voulait me payer à l'époque et je lui dis non, tu me payes pas, c'est bon. Il me dit moi je vais te faire un cadeau. Et il m'a fait 2 cadeaux et il m'a offert Voyage au bout de la nuit de Céline et Médée de Pasolini. Et quand j'ai pris Médée et que je suis partie en cours en CAP coiffure, les surveillants, les profs et tout, ils disaient mais Voyage au bout de la nuit, mais toi tu lis Voyage au bout de la nuit de Céline, toi tu lis Voyage au bout de la nuit, parce que tu vois quand t'es en BEP, en général les gens lisent pas beaucoup, tu vois. Et ils ont commencé à changer leur regard sur moi. Et puis moi, j'ai commencé à aimer lire. J'ai commencé à lire beaucoup de philosophie, Aristote, Socrate. Puis petit à petit, j'ai commencé à bien travailler. Je suis passée de 2 de moyenne à 20. J'avais des 20 partout. Je commençais à super bien travailler. Et je me suis dit, bon, je vais reprendre mes études, en fait. Je vais reprendre une seconde générale parce que si tu reprends une seconde générale, tu sais que tu pouvais faire une L. Tu avais l'option lourde de théâtre. Et ça me permettait de pratiquer ma passion sans dépenser d'argent. Pourquoi vous étiez aussi en colère en 3e alors que vous me racontez un quartier où vous vous sentiez bien, des parents aimants, une fratrie qui a l'air sympa. D'où venait cette rage qui est en vous ? Après c'est un peu plus complexe quand même que ce que je raconte là, mais je donne les grandes lignes. Mais je pense que, en tout cas pour répondre à cette question-là, je pense que je me suis sentie à l'école un peu humiliée quand même. J'ai eu des grandes humiliations à l'école. En l'occurrence, j'avais... ma plus grande humiliation, en fait, c'est un instituteur, parce que je pense que j'avais embêté une petite gamine, et sa maman est venue pour se plaindre.
Et ensuite, il m'appelle dans la cour, il me dit oui, alors comme ça t'embêtes X. Et je lui dis oui, tout le monde peut le faire d'emmener sa mère. Et là, il me met 3 claques, il me met un gros coup de pied aux fesses et il me jette à terre. Et j'ai vu ça, mais avec une telle humiliation, enfin, c'était tellement dur. Je rentre chez moi en pleurant, maman, il m'a tapé, l'instituteur, il m'a tapé. Ma mère, elle arrive. C'est la maltraitance sur enfant, c'est compliqué quand même. Mais à l'époque, ce qui était... C'est pour ça que des fois, j'en avais voulu à ma mère. J'ai dit, maman, pourquoi t'avais pas porté plainte ? Porte plainte. Et en fait, après, c'est arrivé à un de mes petits frères. Et là, j'étais trop contente quand un instituteur l'avait tapé. Je dis, bon, c'est cool, on va porter plainte, on va pouvoir enfin avoir de vengeance. Et quand on a voulu porter plainte, ça reste sans suite en fait. C'est pas vraiment, on n'est pas vraiment considéré. Et en même temps, cet instituteur, c'est grâce à lui que j'ai connu le théâtre aussi, bizarrement. Donc c'est pour ça que c'est très complexe. Moi, c'est pour ça que l'homme est très complexe. C'est pas le méchant instituteur, parce qu'en même temps, c'est grâce à lui que j'ai joué et que je me suis rendu compte que j'avais envie d'être comédienne et mais voilà, je pense que la colère, elle vient de là, elle vient du fait que tu te sens quand même assez différent, que tu vois, t'es toujours un peu mis de côté. Enfant, en fait, tu ressens, t'es comme un animal, en fait, tu ressens l'injustice dans ta chair. Donc, je pense que ça a participé à la colère et à la violence après quand j'étais dans des collèges où je me faisais virer régulièrement, en fait. Et là, c'était la conscience d'appartenir à un quartier populaire, du coup de pas avoir accès aux mêmes choses que les gens qui pouvaient vivre à Paris, ou c'était... Non, parce que ça, t'en as pas vraiment conscience. C'est pour ça que je te dis, t'es heureux en fait dans ton quartier. Ouais. T'as pas vraiment conscience encore de ce que tu n'as pas. Des discriminations. Non. Par contre, t'as conscience des discriminations parce que quand t'es à l'école, t'es quand même assis à côté de Caroline, tu vois, Nicolas, et que tu te rends compte qu'on te traite pas non plus de la même manière en fait. Donc ça, en effet, tu le vis, mais tu vis ça, tu vois. Mais c'est après que ça vient. Ça, c'est quand tu vas à la fac et que tu te rends compte que toi, quand tu vas au café, tu peux te prendre un café et que les autres, ils prennent un Coca-Cola. Mais tu vois, tu te dis, ah oui, ok, d'accord. En fait, moi, j'ai vraiment pas d'argent. T'apprends à boire le café, même si t'aimes pas le café, quoi, tu vois. Mais bon, après, c'était pas... j'ai envie de dire... J'ai pas envie de faire une généralité en disant, ouais, c'était raciste... pas du tout, quoi, tu vois. Vous n'employez pas souvent le mot raciste ? Parce que pour moi, le racisme, c'est pas très grave, en fait. C'est pas quelque chose c'est pas grave à partir du moment où ça n'a pas de conséquences sur ton quotidien, sur ton travail, sur... J'ai l'impression qu'on est tous racistes. J'avais une de mes amies américaines qui me disait toujours « I am a racist, I like individu ». Et j'ai adoré sa phrase, en fait. Je pense qu'il y a un peu de racisme dans chacun de nous. De la méfiance, et c'est pas ça qui est... Moi, je me suis rendu compte que les Arabes pouvaient être racistes, ma mère, elle pouvait l'être, que voilà, que c'était... ça pouvait être même drôle d'être raciste. Et, après, c'est juste les conséquences que ça peut avoir, ou le mal qu'on peut faire aux autres. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas ma maladie, à moi. C'est-à-dire que j'en souffrais, et en même temps, je me dis, mais ça ne me concerne pas, en fait. Mais quand vous racontez dans Ma poubelle géante le parcours d'un mec qui revient est surdiplômé de l'étranger, qui a un MBA et qui trouve pas de boulot parce que il a la tête qu'il a et le nom qu'il a, c'est quand même la description d'une situation raciste, non ? Oui, complètement. En plus, c'est un film sur la discrimination à l'embauche. Mais là, c'est ce que je vous dis, là, le racisme a des conséquences. Des conséquences graves sur la vie des gens. Bien sûr. Et là, en l'occurrence... Mais en fait, tu peux être raciste et moi, ça me pose pas de problème, en fait, tu vois. Je peux même discuter avec toi. Parce que je pense qu'il y a du racisme vraiment en chacun de nous. On le combat, si tu veux. On essaye de... Moi, c'est les gens qui se prétendaient le moins racistes, j'ai trouvé que c'était les plus racistes dans leur comportement quotidien. Ouais. Tu vois, ceux qui disaient ah non mais attends, moi j'ai les copains rebeux, j'ai les copains machin. Et quand je dis le racisme, c'est un racisme à la fois culturel mais aussi social, tu vois. Par exemple, moi je me rends compte avec Marc Benoît, créancier, mon producteur, qu'il y a une certaine caste de la profession qui veulent pas de nous parce que lui c'est un petit ch'ti et moi je suis une petite banlieusarde, tu vois. Donc des fois on sent un certain mépris, tu vois, du milieu par rapport à nous, tu vois. Après je te dis, je veux attaquer personne, c'est juste un ressenti. Tu vois, c'est un ressenti un peu... Et c'est pour ça que c'est pas qu'une question d'origine maghrébine. Moi, mon producteur, il s'appelle Marc Benoît Créancier, il est roux, il ressemble à... c'est vraiment un Français de souche, mais pourtant, c'est vraiment un dénominateur commun. Tu te sens plus proche de lui que... moi, je me sens grave proche de lui. Ouais.
Je lui dis toujours, quand j'ai appris qu'elle était ch'ti, je dis, putain, je t'aime encore plus. Non, mais sur l'hypocrisie des gens antiracistes qui en fait font plus de différence que d'autres, ça me paraît. Mais regarde, tu vas dans les quartiers bobos du 18e. Ils habitent tous, ils sont tous là, ouais, super la diversité, ils vont tous à gauche. Et leurs gamins, tu verras jamais un gamin. Dans les écoles privées. Ils sont tous dans les écoles privées où ils ont contourné la carte scolaire. Ouais. C'est un fait, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, le racisme, tu vois, c'est un grand mot, tu vois. Enfin, c'est un grand mot. On l'est tous dans nos actions, dans nos... après, c'est une maladie qu'il faut combattre et qu'il faut essayer. Tu vois, là, par exemple, c'est juste horrible ce qui est en train de se passer. Là encore, là, quand je suis arrivée dans le taxi, il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube. On parle du burkini, là. Ouais, exactement. Ça c'est vraiment... Tu vois, là encore, et encore, le burkini, c'est même pas ça. Là, il y avait une femme, elle avait juste le voile sur la plage, et ils lui ont mis une amende, et ils l'ont dégagée. Mais ça, c'est... Mais en plus, moi, ce qui me fait mal, c'est que je me dis, mais gars, vous êtes en train de créer vos monstres. On est en train de créer nos monstres, en fait, dans cette société. C'est-à-dire qu'en n'acceptant pas la différence, en mettant des interdits, en reniant les convictions des gens et en ne respectant pas leurs choix, et ben quelque part, on est en train de créer on est en train de créer les monstres. Une frustration, une colère, Oui, et puis oui, exactement, une frustration, une colère, et puis au-delà de ça, des gens qui vont vouloir se battre pour en faire plus. Moi, je me rappelle, à mon époque, il y avait quelques filles qui portaient le hijab. Mais quelques filles, et c'était pas n'importe lesquelles. Elles avaient étudié le Coran, elles le faisaient vraiment, il y avait une vraie démarche, en tout cas. Quand il y a eu la loi qui est passée, comme quoi on n'avait pas le droit de porter le hijab à l'école, et ben, si on regarde les chiffres, et ben, après cette loi, il y a eu de plus en plus de filles qui ont commencé à porter le hijab. Mais pas pour les bonnes raisons. Après, voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans les raisons intimes de chaque personne, mais pas pour les bonnes. Pour moi, c'était comme un mouvement punk, quoi. Une sorte de révolte, quoi. Exactement, comme un mouvement, quoi. Exactement, comme un mouvement punk, comme tu vois, quelqu'un qui d'un coup, il va se mettre à écouter du hard rock, à se laisser pousser les cheveux, se teindre le truc en noir. C'est pareil, en fait. Tu vois, à l'adolescence, tu vois, vu qu'il y a un truc de ton identité qui est pas reconnu, du coup, t'as besoin de t'affirmer. Donc, t'as le mouvement punk, t'as les hard rock, t'as les baba cool, qui ont besoin de se faire remarquer. Bah, pour moi, c'est pareil. Et que c'est pour ça que je dis qu'on crée nos propres monstres dans notre société. Pour en revenir au cinéma, parce qu'on a parlé de théâtre, je sais comment vous avez été amené au théâtre, mais au cinéma, c'est rentré dans votre vie par quel biais, par quel film? Eh ben, le cinéma, moi je dis toujours, j'ai toujours beaucoup de chance, parce que nous, quand on était petits, quand même, il y avait des bêtes de films à télé. Ouais. On avait les Loutinès, on avait tous les films de western, il y avait Mitterrand qui avait une émission de dingue où tu pouvais découvrir des chefs-d'œuvre. Donc voilà, donc moi j'ai quand même eu la chance d'avoir quand même à la télé, d'avoir une culture quand même cinématographique, même si j'avais pas le cinéma d'auteur très pointu, genre tu vois, Pasolini, je l'ai découvert grâce à Grégory Proch, Fassbinder, enfin tous ces gens-là. Mais on avait quand même un cinéma de qualité. Mais c'est pas en regardant un film où je me suis dit, tiens, je veux être cinéaste. Moi, là-bas, je voulais être comédienne. Je pensais que je voulais être comédienne. Très vite, en sortant de mon école, quand je me suis rendu compte qu'on me proposait que des rôles de bicote, que, tu vois, que mon frère voulait me renvoyer, que mon frère voulait me taper, que mon père voulait me renvoyer au bled, je me suis dit, bon, au lieu d'être contre, essaye d'être pour. Et de voir comment toi, tu peux raconter tes histoires. Et voilà. Et donc du coup, c'est pas un film qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est plutôt une rage intérieure. En fait, c'est comme si le cinéma a été le moyen pour canaliser ma colère, en fait. En tout cas, pour la transformer en question et la verbaliser. Je dis toujours que quand j'ai écrit Divine, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une colère et pourquoi il n'y avait pas de révolte derrière. Et le cinéma, je trouve qu'il est vraiment un acte politique où tu peux en tout cas questionner la société dans laquelle tu es. Et moi vraiment, ça m'a calmée en fait. Quand j'ai commencé à réaliser mes petits courts-métrages, en fait si tu veux, mon énergie elle était au bon endroit en fait. J'ai commencé à réaliser plein de petits, moi je les appelle mes exercices. Et j'avais toujours je partais toujours d'un truc d'injustice, quelque chose que je trouvais pas juste. Et puis voilà, et puis après au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment le moyen qui me permettait de m'exprimer. Et puis tu sais, c'est toujours la même chose, c'est que toi, je sais pas, quand tu es là à me poser des questions, à aller chercher des choses sur les invités, t'es en pleine conscience, je veux dire,
tu t'ennuies pas, tu vois pas le temps passer, on est passionné, on aime ce qu'on fait. Donc quand on sait pas pourquoi, on pourrait même pas dire pourquoi je fais du cinéma. Moi, je pourrais même pas répondre à cette question. Je sais que j'aime ça, en fait, que c'est comme une religion, quoi. Je dis toujours que je cherche Dieu dans mes films. Mais en même temps, t'as été insatisfaite en découvrant le milieu du cinéma. Enfin, t'as créé en 2006 l'association 1000 Visages. C'est quelque chose de très fort. Tu voulais, en fait, t'assister à un paysage du cinéma français qui était fait par des bourgeois pour un public de blancs, en gros. Enfin, si je récapitule. Ouais, après, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de... Moi, je dis toujours, le cinéma est bourgeois, blanc et misogyne. C'est beaucoup plus vaste. Et même maintenant, ce que je disais à 1000 Visages, je dis, ne vous arrêtez pas à aller chercher un public des quartiers. Pour moi, tu peux être dans une zone rurale et être éloigné de l'offre culturelle. En fait, 1000 Visages, c'est beaucoup plus vaste que ça aujourd'hui. En plus, on fait des appels à candidature nationale. Ce que je trouve génial, c'est que c'est un vivier de talent de dingue. Mais vraiment, avec une liberté de ton, avec une inventivité. Et en fait, c'est surtout que je me reconnais en eux. C'est-à-dire qu'en effet, des fois, tu vois, je me rappelle mes meilleurs soldats. Je disais toujours, les meilleurs soldats, c'était ceux qui étaient le plus relou, quoi. Tu vois, c'était les plus chiants, quoi. Et à la fin, c'était ceux qui étaient capables de tenir une lampe pendant 6 heures sans bouger. Donc tu te dis, ah ouais, celui qui est le plus insolent, qui a l'air le plus en colère, le plus irrespectueux, le plus... Et ben finalement, c'est celui, si tu lui donnes des valeurs, si tu lui donnes, tu vois, un savoir en tout cas qui prend sens pour lui, c'est celui qui va être le plus endurant, même le plus fort, tu vois, même en termes de création. Donc c'est vachement intéressant. Moi j'ai adoré, je disais à Mathilde à chaque fois, la directrice, je dis va me chercher vraiment les durs, quoi. Les cancres, quoi. Ouais, va chercher les cancres, cherche les durs. Mathilde me dit, s'il te plaît. Je cherche les durs, c'est ceux-là les meilleurs. Et des filles, beaucoup. Ouais, mais il y a de tout, par contre. Il y a des filles, des garçons, il y a des blancs, il y a des gens de classe moyenne. Et en plus, c'est marrant parce que la dernière fois, je dînais avec quelqu'un de connu. Il me dit, ton asso, elle est géniale. Mon fils aussi, il aime... Non, d'abord, il me dit, ouais, vous recrutez comment? Je dis, ouais, mais en fait, il faut pas avoir de réseau, il faut être éloigné. Il me dit, ah ouais, mince, du coup, mon fils, il peut pas le faire parce que bon... Fils d'eux, quoi. Exactement. Après, je dis, oh là là, on est discriminant. Je dis, bah écoute, tu sais quoi, tu peux lui dire de venir, ça peut être bien aussi d'avoir des gens qui viennent même, qui ont du réseau et de se mélanger. Parce que moi, je pense que le plus important, c'est vraiment la diversité. C'est pour ça que je l'ai appelé 1000 Visages. C'est pour que ce soit représentatif des 1000 visages de la France d'aujourd'hui. Donc, même d'avoir des gens qui sont... Enfin, l'idée, c'est vraiment le mélange, quoi. Et c'est pas de créer un ghetto. Donc ce qui est génial, c'est que tu peux avoir une Mildred, tu peux avoir un Souleymane, tu peux avoir une Oulaya Mamra, une Jiska Kalvanda. On a quand même beaucoup de gens très différents. Jiska Kalvanda qui a le rôle de Rebecca dans Divine, ouais. la dealeuse, la caïd, c'est quelqu'un un peu de votre famille aussi, non? Ouais, je l'ai formée depuis qu'elle a 14 ans. Elle est hallucinante. Elle est incroyable. Ouais. Parce que quand on la voit après en interview, elle est toute douce, elle est toute mignonne, alors que dans le film, c'est vraiment la méchante, quoi. Ouais. Il s'appelait Bâtarde, le film, à l'origine. Ouais. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Parce qu'en fait, je trouvais déjà que c'était un titre qui n'était pas forcément très positif. Et qui reflétait pas vraiment le film qui était... C'est-à-dire que ça parlait des enjeux narratifs, mais pas forcément des enjeux thématiques. Enfin, en tout cas, de manière trop subtile. Parce que pour moi, Bâtarde, elle est à la fois bâtarde parce qu'elle a pas de père, enfin, elle connaît pas son père, mais en même temps, on est tous des bâtards dans le sens où on n'est pas reconnus par le créateur, en tout cas, et on cherche le sens de notre existence. Et ensuite, on a cherché, avec mon producteur, le distributeur, un titre qui serait beaucoup plus en phase, en tout cas, avec le propos du film, et avec le sacré du film, parce que c'est un des thèmes majeurs. Et mon producteur, un jour, il m'envoie un truc qui fait Divine. Je dis, mais c'est exactement ça. Donc du coup, c'est mon producteur qui a trouvé le titre, en fait. Parce qu'en fait, Bâtard, pour vous, c'est la quête du père, en fait, c'est la quête de Dieu, quoi, c'est ça? Dans l'idée originale qu'il y avait autour de ce mot. Oui, c'est ça, ouais. C'est la quête de Dieu, exactement. La quête du Dieu, mais en même temps, Dieu est un peu partout. C'est-à-dire que quand on la voit prier dans la mosquée... dans l'église, on se rend compte que aussi Dieu peut être en nous, en fait. Il y a quelque chose de... C'est plus un rapport à la spiritualité, la vie intérieure, en fait. Le combat qu'on mène tous, Dounia, ça veut dire la vie d'ici-bas, et elle a un combat aussi qu'elle mène avec un combat qui est plus dans son intériorité, l'extérieur et l'intérieur, ce qu'on mène tous, en fait, tous les jours. Et sa meilleure amie dans le film, c'est la fille d'un imam,
qui elle, vit dans une spiritualité beaucoup plus évidente. Oui, puis dans un cadre familial plus structuré, en tout cas. Et c'est ce que vous faites dans vos films, cette quête du divin? Ouais, moi, je cherche Dieu dans mes films, tout le temps, dans tous les plans. Quand je dis Dieu, c'est la vérité, c'est le beau, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est le dépassement de soi, c'est la pleine conscience, c'est tout ça, en fait, qui est à la fois dans toutes les religions. Moi, je dis toujours, je me sens chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, même si je suis de confession musulmane. Mais j'ai l'impression que l'islam, ça veut dire soumis à Dieu. Soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Soumis à une force beaucoup plus importante que nous, avec des valeurs beaucoup plus importantes. Donc c'est vrai que le cinéma, pour moi, c'est comme un terrain de jeu, de réflexion. C'est une forme de religion aussi, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas dur en tant que femme de s'imposer comme ça en chef d'une équipe aussi grande? Si, c'est... Moi, je trouve que l'effort, ça fait partie du plaisir. Donc oui, c'est dur. Oui, on doit se battre beaucoup plus. Mais en même temps, moi, j'aime bien. Je trouve ça normal, en fait. Mais ça, c'est sûr que si j'avais été un mec, c'est pour ça que je t'ai dit que, tu vois, j'ai beaucoup plus d'empathie pour les femmes et parce que je sais qu'on souffre plus qu'eux, en fait, que c'est plus dur pour nous. Donc forcément, dans ce milieu-là, qui est un milieu extrêmement masculin... Le milieu du cinéma, mais une femme réalisatrice, genre une palme d'or dans toute l'histoire du Festival de Cannes, ouais. C'est quand même dingue. Ouais. Bah oui, mais moi je pense pas qu'il y a... Tu sais qu'à la Fémis, ou dans les grandes écoles, ils sont à 50-50. C'est au moment de l'insertion professionnelle qu'on descend à 14%. Oui, c'est un milieu très, très macho, hein, comme je l'ai dit. Et puis, moi, je me souviens que j'avais viré même des chefs-op parce que je les trouvais trop machos dans leur rapport. Et je disais à mon pote, mais il est macho, je te le dis, il est macho. Il me dit, mais t'es sûr? Je dis, oui, il est macho. Et je le sentais. Ça sentait à quoi? Ça se sent dans... Tu sais, ils te prennent pas au sérieux, en fait, tu vois. Ils te prennent pas au sérieux. Et puis, pour qu'ils te prennent au sérieux, waouh, t'as intérêt à... Tu vois. Et en même temps, tant mieux, parce que du coup, toi, moi, je dis toujours que c'est bien d'avoir des gens... Même là, tu vois, sur le prochain film, je vais prendre que des gens qui sont durs, en fait, tu vois. J'aime pas prendre des gens qui sont faciles et qui vont te brosser dans le sens du poil. Donc, en fait, ce chef-op, tant mieux. Après, je bosserai pas avec lui parce que son énergie est pas assez... va pas servir mon sens. Mais c'est tant mieux, parce que du coup, lui, il m'a forcé après à être plus pointu et puis à savoir dire, ok, d'accord, il me prend pas au sérieux, bon, ok, donc je vais faire, enfin, même si je travaillais déjà, mais tu vois, tu dois plus prouver. C'est-à-dire que le travail, il était là et j'avais pas besoin de lui pour travailler, mais tu dois plus lui prouver, plus, tu vois, tu dois te faire respecter, en fait, tu vois, en donnant, voilà, des arguments, donc voilà, non, c'est plus dur pour une femme, ça c'est sûr. C'est quoi le prochain film? C'est une grande histoire d'amour sur un fond politique. C'est excitant. T'as commencé le tournage? Non, en fait, je suis en écriture à partir du mois d'octobre. J'ai déjà un traitement. Et là, je vais écrire le scénario avec mon co-scénariste. Et le fait que t'as eu l'accueil que t'as eu à Cannes, j'imagine que ça t'aide là. C'est devenu plus facile pour toi grâce à tout ça? Oui, je pense que... Après, tu sais, ça va beaucoup dépendre des entrées, hein. Bien sûr que c'est bien d'avoir la critique et puis ça te facilite peut-être le deuxième, mais après si tu fais des entrées t'as moins de mal à financer ton deuxième long. Mais après moi je t'avoue je vais rester très humble et même si le film cartonne en termes d'entrée, j'ai pas envie de brûler les étapes, j'ai envie d'y aller vraiment c'est marrant parce qu'on me dit ouais mais t'as un côté comme ça que tu défonces tout, que tu... Mais en même temps, je suis quand même très... tu sais, je suis une laborieuse, donc j'ai besoin de beaucoup travailler. Pour moi, gérer des gros budgets, c'est aussi... il faut savoir le faire, tu vois, pour pas que tu sois dépassé par la logistique. Et que, tu vois, l'argent soit en phase avec ta maîtrise aussi. C'est pas rien de gérer un budget, tu vois, c'est une responsabilité. Donc voilà, je vais prendre mon temps pour faire les choses et puis m'entourer de gens très durs.
Parce que quand je dis dur, c'est pas être dur pour être dur, mais... Comme les cancres des ateliers de 1000 visages dont tu me parlais, qui finissent par être les plus fidèles soldats. Ouais, ceux qui tu sais, qui ont pas peur de dire, mais attends, pourquoi t'avais ça? Non, mais je comprends pas ça. Ah bon, mais ça, j'y crois pas. Enfin, tu vois. Tu vas te challenger. Ouais, je trouve que c'est important de questionner. Je trouve que les meilleurs collaborateurs, tu dois le voir avec l'expérience que t'as. C'est ceux qui disent tout ce qu'ils pensent. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça, qui sont mon chef-op. Par exemple, Julien Poupard, il est génial, parce que quand il est arrivé, au moment où on était en prépa, il questionnait beaucoup les choses. Du coup, toi, ça te force, tu vois, soit à affirmer des choses, ou soit à dire, ah ouais, en fait, ça, il a raison, c'est pas la peine, tu vois. Et puis moi, j'ai pas de fierté dans le travail, j'ai pas d'ego, moi, je m'assois sur mon ego. Et donc, du coup, s'il y a une meilleure idée en face de moi, je prends la bonne idée, tu vois. Et en l'occurrence, des fois, j'avais des collaborateurs de dingue, hein. Moi, j'ai même mon ingénieur du son, il est extraordinaire. Il participait même, pour moi, d'une certaine manière, à mettre en condition mes comédiens. Il leur amenait les musiques, il avait mis tout un système de son pendant le tournage, parce que j'avais besoin d'entendre de la musique et de mettre les gens en condition. Je disais, on s'entendait, je lui fais, là tu me mets ça, là tu me mets ça. Des fois, sans même lui demander, il me mettait pour créer des ambiances. Donc, tu vois, en fait, tout le monde amène, tu vois, ma script, c'est pareil. Il y a une alchimie qui s'est produite sur Divine. C'est évident qu'il y a quelque chose de ouais. Pas banal qui arrive. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais parce que j'avais des collaborateurs de dingue, honnêtement. Que ce soit les interprètes ou même les techniciens, il y avait une foi dans le projet. Mais tu vois, sur le prochain, moi, je dis toujours, je remets tout le monde en question. C'est-à-dire que il faut que la prochaine fois que les gens viennent travailler sur mon film, ils se disent aussi, bon, bah, j'ai envie, j'y trouve mon intérêt personnel à venir faire ce film-là. Parce qu'en fait, mon film, tu peux pas le faire que pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au tout début du tournage. C'est pour ça que j'ai dit à Cannes, on n'a pas le droit d'être fatigué. Parce que pour moi, on fait un métier où... Enfin, tu vois, moi, j'ai fait des métiers durs, difficiles. Là, quand même, quand tu arrives sur le plateau, t'as un petit-déj, t'as une cantine. Non, mais tu vois, tu peux pas dire je suis fatigué. Pour moi, c'est... En tout cas, tu peux être fatigué, mais t'as pas le droit de te plaindre, en fait. Parce qu'on fait quand même un métier qui est juste extraordinaire. Donc du coup, c'est vrai que je remettrai tout le monde en question pour savoir quels sont les intérêts à chaque fois personnels des gens de faire le film, en fait. Parce que moi, j'ai besoin d'un gros degré de croyance. Parce que j'utilise les gens aussi, tu vois. Moi, je dis genre, je suis une grande chef d'exploitation. Donc j'utilise aussi, s'ils y croient pas, tu vois, et leur sensibilité est importante. Tu vois, moi, quand je choisis un collaborateur, je choisis pas juste quelqu'un qui est fort techniquement. Je vais choisir aussi une sensibilité, tu vois. Un point de vue. Parce qu'ils vont nourrir le film. C'est un film politique ? Complètement. Et c'est pas un film féministe ? Non, parce que moi je dis toujours que si on cantonne mon film à un film féministe, c'est comme si on enlevait une partie des enjeux, de certains enjeux thématiques. Puisque moi je parle toujours de gens qui sont en marge, au banc de la société, des humiliés, des gens qui sont en quête de dignité, de reconnaissance... Et pas forcément juste des femmes, en fait. Après, il se trouve que c'est interprété par des femmes, mais c'est pas une question de femmes, en fait. C'est une question avant tout humaine. Et si et j'ai pas de mal avec ça, parce que je sais qu'il y a tout un courant de réalisatrices qui sont anti-féministes. Moi, non, j'ai pas peur du mot féminisme. De la même manière, j'ai pas peur d'autres mots, tu vois, d'être... je me défends pas de me dire, non, moi, je suis pas féministe, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui se défendent de dire moi je suis pas féministe, s'il y a pas de grands films à Cannes, c'est parce que en fait il y a pas de grandes réalisatrices. Waouh. Moi je dis toujours, le jour où on aura atteint la médiocrité, on aura atteint la parité. Donc des films en sélection officielle moyens de mecs, il y en a à l'appel, quoi. Donc voilà, après nous, c'est ce que je te disais, on doit être exceptionnel pour y arriver. À partir du moment où les femmes seront, entre guillemets, dans un rapport égal à la société, mais elles m'intéresseront plus, en fait, tu vois. C'est pas gagné, hein. Bah si, moi je pense que le 21e siècle sera féminin. C'est évident, c'est sûr même, qu'on sera pas meilleur qu'eux, qu'on sera à la tête de certains pays, d'ailleurs les pays les plus importants du monde, ce qui a déjà commencé, mais on sera pas meilleur qu'eux. Mais au moins on aura notre place. C'est pas parce qu'on sera pas meilleur qu'eux qu'on n'a pas le droit d'avoir notre place. Ton discours à Cannes, dont tout le monde a vachement parlé, c'était un discours féministe. Quand tu dis des femmes, c'est ça. Moi, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras, quoi. C'était tellement fort. Oui, parce qu'en fait, bon, après, moi, c'était les gens de banlieue, les gens des quartiers, les gens des zones rurales, parce que Cannes est à nous. Après, bien sûr que j'ai dit à nous, les femmes. 1000 visages, c'est possible, on est là. Donc, ça s'adressait pas qu'aux femmes, mais en effet, les femmes aussi, oui.
Parce que franchement, parce que tu sais, quand j'ai monté le financement de mon film, le truc c'est que on nous a dit non partout, les chaînes des télés. Et la Marc, mon producteur, a tout fait pour avoir un rendez-vous à France 2. Et je peux te dire qu'on nous a dit non par la porte, non par la fenêtre, on a dû passer vraiment par la cheminée. Et quand on a rencontré Laurence Boyer, parce que mon producteur, il savait, il m'a dit, si elle te rencontre, Laurence Boyer, je suis sûr et certain qu'elle va nous financer. Il en était persuadé. Et c'est vrai que j'arrive dans le bureau de Laurence, et moi, je suis moi-même, comme je peux l'être, et là, elle dit, ok, je pars avec vous. Ce qui n'est pas du tout le genre de film que France 2 finance. Donc moi, je ne l'ai pas oublié, ça. Et quand j'étais à Cannes, je ne m'attendais pas à dire ça. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas fait le même film sans Laurence Boyer, sans la meuf de France 2. Et c'est une femme, tu vois. Et en même temps, celle qui m'a donné la caméra d'or, c'est pas n'importe quelle femme non plus. C'est quand même Catherine Corsini, quoi, tu vois. Donc déjà, quand je suis rentrée, c'est vrai que je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée fort, parce que, tu vois, il y avait un combat commun. Tu vois, et je pense pas qu'elle m'a donné ce prix parce que j'étais une femme. Je pense qu'elle m'a donné ce prix parce qu'elle adore le film et qu'elle trouve que c'est un bon film. Mais il y avait ce truc où je pense que les choses vont changer quand justement dans les gens décisionnaires il y aura cette diversité. C'est pour ça que j'ai parlé. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui on ne pose pas la vraie question qui est pourquoi sur les 4 sélectionneurs qu'on a aujourd'hui, sur les 3 sélections. Il n'y a pas une seule femme. Et personne ne pose la question. Et la vraie question, c'est celle-là qu'il faut poser. C'est pas, mais il n'y a pas beaucoup de films de femmes en sélection officielle. Il faut dire, non, il n'y a pas de sélectionneur, de décisionnaire femme. C'est pour ça que j'ai dérangé. Tu vois qu'à un moment donné, t'es une nana, elle est ni connue d'Adam ni d'Ève, elle arrive, elle va chercher son prix. Normalement, elle aurait dû juste dire, bon, bah, merci beaucoup, je suis hyper contente et tout, ciao. Et moi, j'arrive et C'était quoi l'émotion? C'était quoi? T'étais dans un sentiment de pure joie, de revanche? Non, vraiment de joie. De joie. Et puis même quand je disais, ouais, il faut qu'il y ait plus de scénaristes et tout ça, moi, je suis dans un truc d'espoir, en fait. Moi, je pense qu'il faut ouvrir, c'est pour ça que je le disais, je dis, faut ouvrir nos grandes gueules, faut poser nos clitos, faut se plaindre. Parce que si tu veux, les choses, elles ont changé à partir du moment où les gens, ils ont combattu pour que les choses changent. Si t'as pas une volonté que les choses changent, les choses ne changeront pas. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut changer aussi la manière. Il faut que tu changes des choses dans ta manière de faire. Si on dit il y a pas assez de femmes dans le festival de Cannes et qu'à chaque fois que tu viens, qu'il y a une nana qui prend le micro qui fait ah c'est super, on est super content d'avoir ce prix, rien qui va changer. Et tu verras que ça va changer. Regarde, on est combien aujourd'hui? On est le 24 août 2016. Et tu m'as invité, je te dis, ça va changer. Et tu verras que sur les 4 sélectionneurs, ils vont mettre une femme. C'est clair. Ils n'ont pas le choix. Ouais. La marche de l'histoire l'impose. S'ils le font pas, effectivement, tout le monde va leur faire remarquer grâce à toi. Après, je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, ça va changer. C'est comme là, les Noirs américains, là, sur les questions des Oscars. Tu vas voir les prochains Oscars. T'es obligé de l'ouvrir. Et moi, je trouve qu'on a un côté un peu trop poli, tu vois. Genre, non, mais attends. Non. Faut dire quand les choses vont pas. Moi, d'ailleurs, mes grandes amitiés, c'est qu'avec des gens qui sont francs et qui disent quand ça va pas. Tu vois, les gens qui gardent les trucs et qui disent pas. En fait, moi, je pense que c'est très sain de mettre des mots sur une sensation. Tu vois. Et là, il y a une sensation d'injustice par rapport à notre place dans le cinéma. Ça vient d'où l'expression t'as du clito? Je veux connaître l'origine exacte qui est venue avec ce mot. Eh ben, écoute, c'est parce que mon producteur... Des fois, on avait des discussions, il y avait des choses qui allaient pas, des financeurs, des machins, des trucs. Et moi, à chaque fois, je dis, ouais, on me tiendra pas par des couilles que je n'ai pas. En prépa, par exemple, quand il y avait des choses que je pouvais pas avoir, je dis, on me tiendra pas par des couilles que je n'ai pas. Et puis un jour, je sais pas, il y a dû avoir quelqu'un qui a dû dire, ouais, j'ai des couilles. Je dis, bah non, t'es une meuf, t'as pas de couilles. Nous, on a du clito, quoi. Et voilà, c'est arrivé comme ça, en fait. C'est venu de presque d'un constat normal. Normalement, je comprends pas que ça n'a pas été inventé avant. C'est hyper fort. Et il y a ce côté... Tout à l'heure, tu me parlais de ta mère, de sa gouaille, de son côté, tu disais un peu vulgaire, espèce d'humour vulgaire. Et je trouve que c'est fort d'imposer le mot clito, qui étrangement passe moins bien que couille, parce que couille, on l'entend 1000 fois par jour, mais clito, on l'entend pas souvent. Et j'ai trouvé ça vachement fort que tu l'imposes à une heure de grande écoute. Moi, je trouve ça hyper poétique, beaucoup plus que couille. C'est plus joli. Bah oui. C'est vrai. C'est plus mais oui, après, ça va se banaliser. Tu sais, vu que là, pour l'instant, ça va être repris dans le monde entier. Même les Anglais sont en train de le reprendre. Bah bon? Bah oui. Le You Have Clit? Ouais, exactement. J'adore. Vous avez
enfin, ou je sais plus. T'as gagné en fait à travers ce discours une tribune hyper importante. Ouais. T'as une voix maintenant qu'on écoute. Ça a changé en l'espace de quelques jours au Festival de Cannes. Tu vas faire quoi de cette tribune que t'as? Qu'est-ce que t'as envie d'en faire? Moi déjà, la première tribune que j'ai, c'est quand même le cinéma, tu vois, la création d'un film. Je vais être très prudente. J'ai pas envie de me positionner en prophète ou en donneuse de leçons. Tu vois, je peux faire part de mon ressenti à des moments où j'estime que j'ai la légitimité de le faire. En l'occurrence, quand j'étais à Cannes et que je viens chercher ce prix, pour moi, il y a un sens. Tu vois, mais là, ça m'arrive des fois qu'on veut m'inviter pour être en face d'un politique ou tu vois. Moi, j'estime que c'est pas trop mon taf, quoi, tu vois, de faire ça. Parler des polémiques sociétales. Ouais, je peux le faire là en interview, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas envie d'être invitée pour ça. Je suis pas une caution, en fait, tu vois. Il y a des gens qui sont très pointus là-dessus. Après, ça veut pas dire que quand il y a quelque chose qui va pas aller, je veux juste faire un tweet. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a quelque chose qui va pas aller, je pense que c'est aussi le devoir d'un artiste d'aussi s'engager, comme ont pu le faire beaucoup d'artistes avant nous, qui étaient très engagés dans les injustices sociales. Voilà, c'est compliqué. Je pense que j'essaierai de... C'est une vraie question, et c'est pas une question... J'ai pas de réponse, en fait, tu vois. Parce que, d'un sens, j'ai pas envie d'être instrumentalisée, tu vois. D'un autre, je peux pas, tu vois, avoir ma maison... aux Bahamas non mais je dis ça, après j'ai rien contre, un jour j'aimerais bien partir en vacances aux Bahamas avec ma crew d'ailleurs, mes visages, mais j'ai peur, c'est vrai que c'est des grosses peurs que j'ai, c'est-à-dire que comment tu restes connecté à ton réel sans prétention, tu vois, et en même temps d'être impliqué, et comment tu peux faire aussi avancer les choses sur des injustices. T'as pas un sentiment d'urgence, un sentiment de... Je sais pas, on approche d'échéances électorales en France. Moi, 2017, je l'aborde avec pas mal d'anxiété, quoi. Ouais, j'ai le sentiment qu'il faut à tout prix arrêter le fascisme. Enfin, j'en sais rien, moi. C'est pas un truc qui te... Si, mais moi, tu vois, mon urgence, je l'ai mis dans mon film. Ouais. Bien tu sûr. vois ce que je veux dire? Ça fait le job, d'ailleurs. Et je pense, exactement, je pense que, tu vois, au lieu d'être dans le verbe... Je pense qu'il vaut mieux être dans l'émotion, parce que l'émotion, c'est ce qui nous touche tous et ce qui nous réunit en tant qu'être humain. Et que de l'émotion peut naître une réflexion, en fait, sur la société. Donc moi, j'ai l'impression que le film que j'ai fait est un constat de la société dans laquelle je vis et peut poser pas mal de questions, à la fois sur la montée, sur les monstres qu'on est en train de créer, sur la dictature capitaliste d'aujourd'hui, sur le manque de valeurs politiques. Je pense que mon film, il pose toutes ces questions-là. Maintenant, il faut qu'il soit utilisé comme outil. Il faut aussi qu'il ait une résonance. D'ailleurs, la preuve, il l'a, tu vois. Il l'a auprès des journalistes, il l'a... Les jeunes qui le voient, ça les perturbe. Il y a plein de gens on a fait des projets en avant-première qui disent « Mais j'ai tellement compris de choses. Avant, j'avais une idée préconçue, des attentats. Il y avait un racisme qui montait en moi. Et quand une dame te dit « En voyant votre film, j'ai compris ». Et précisément, ton film ne parle pas de ça. Ne parle pas de terrorisme, ni d'islamisme. Ça ne parle pas de ça. Mais les gens, ça les amène aussi à ça. Parce que je pense que comme j'aborde énormément de thématiques sur le film, qui sont aussi en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque moi je dis toujours il faut être en lien avec son réel. Donc forcément, bien sûr que j'ai travaillé sur le subconscient. Je pense qu'une œuvre artistique, c'est pas uniquement un enjeu narratif. Tu vois, t'as beaucoup de grilles de lecture. Et moi, c'est vrai que en écriture, avec Romain Compin, on a vraiment essayé de travailler toutes les lignes thématiques et d'être vraiment dans une sorte de profondeur. Tu vois, par exemple, t'as plein de lignes. T'as la ligne du business, t'as la ligne d'amour, t'as la ligne de la mer et t'as la ligne de l'amitié. Déjà, avoir 4 lignes sur un scénario, c'est un peu compliqué, tu vois, parce qu'en général, t'as une ligne avec une phase ascensionnelle, tu vois. Et ça, je pense que ça participe justement à toutes les questions et à la complexité de la société dans laquelle on vit. Mais après, moi, je crois en l'homme, je crois en la femme. Je pense que les choses vont changer, qu'il y a un cycle de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, on doit se retrouver tout en bas, on doit souffrir, on doit toucher le bas pour justement remonter. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'aller tout en bas, en fait. On n'y est pas encore tout à fait, mais je pense qu'on va pas tarder. On parle 2 secondes d'Oulaya. Oui. Oulaya Amamra qui joue le rôle de Dounia, qui est ta sœur.
Elle est extraordinaire. L'éclosion d'une actrice, je pense, qui ira super loin. Elle dit de toi que t'es comme sa mère. Pourquoi elle dit ça? Bon, déjà parce qu'on a beaucoup d'années d'écart, on a quasi 16 ans d'écart. Du coup, on a un rapport très fusionnel. C'est moi qui me suis occupée d'elle quand elle était bébé, enfant. Donc oui, des fois, je me dis même c'est plus que ma fille. Il y a quelque chose qui nous lie de encore plus fort que ma fille. C'est une des personnes que j'admire le plus sur cette planète. C'est une des filles les plus fortes, les plus belles humainement. Elle a une beauté humaine de dingue. Et je dis pas ça parce que c'est ma petite sœur, mais vraiment, c'est quelqu'un de vraiment incroyable. Elle a vécu des choses très dures. D'ailleurs, même sur le tournage, elle a frôlé la mort 2 fois. Et j'ai été tellement admirative. Sur le tournage ? Oui, en fait, elle a fait, enfin pas sur le tournage, mais une semaine avant le tournage. Après, on a dû reculer, on a fait une prépa avortée. Elle a eu une méningite. Et ensuite, quand j'étais en montage, elle a fait une 2e méningite. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vu comment elle avait affronté cette maladie. J'ai vu aussi comment elle s'est battue pour avoir le rôle. Et la manière dont elle l'a humanisée, en plus moi j'avais les rushs, c'est-à-dire que j'avais 160 heures de rush d'elle, et je me dis mais elle est incroyable. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi je dis toujours j'avais 2 Niro dans mes mains, j'avais 2 Pardieu, c'est-à-dire qu'ils font pas que jouer juste en fait, ils amènent une telle humanité, une telle intelligence au personnage, il y a une façon de transcender l'émotion vers quelque chose de vraiment qui est presque de l'ordre de la grâce. Vraiment, il y a des séquences, même qu'on n'a pas montées, qui sont... il y a une séquence qu'on n'a pas montée, qui est une séquence de boxe où elle apprend à boxer, et il y a un entraîneur qui arrive, mais qui n'est pas du tout prévu dans le film, mais qui est une sorte un habitant du quartier, un peu bourré, qui la voit s'entraîner, qui vient à côté d'elle et qui commence à l'entraîner. Et nous, on tourne. Moi, je dis bien sûr, personne ne coupe, vous laissez la caméra tourner. Et il l'entraîne, et là où Leia, qui se dépasse et qui veut pas arrêter, et qui est au bord d'une fatigue extrême, se met à pleurer toutes les larmes de son corps, parce qu'aussi ça va la renvoyer à quelque chose de très personnel. Et voilà, elle a vraiment elle est vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, pour moi, je vais employer un mot fort, mais elle a une forme de génie, quoi. Vraiment, elle a une forme de génie. On doit sentir quand même une responsabilité quand on... Enfin, je sais pas, tu lui demandes sur le film de faire des choses hyper dures, d'aller chercher en elle des émotions vachement fortes. Est-ce que tu faisais attention de pas l'abîmer ou de pas la... C'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, des fois, c'est pour ça que j'avais peur de la prendre. Parce que je savais que j'allais aller très loin et j'avais peur. Moi, j'ai peur d'abîmer tous mes acteurs. Parce qu'on joue quand même avec quelque chose qui est très intime, on joue avec du réel aussi. Donc... moi, elle me dit que non, mais j'ai beaucoup culpabilisé, par exemple, quand elle avait sa méningite. La première méningite, ça a été... non seulement ma sœur était malade, et elle pouvait mourir, mais en plus, je me disais que c'était peut-être de ma faute. Dans une interview, j'ai vu que tu avais décrit le personnage de Dounia comme un personnage hors norme, extraordinaire, qui a envie d'arriver tout en haut. C'est un peu vous, ça, non? C'est un peu toi? Peut-être, ouais. Ah ouais, peut-être. Après, tout en haut, pour moi, c'est le cosmos. C'est la connaissance de l'infini, de pourquoi on est là, et puis de la perfection aussi humaine, d'être meilleur. Mais la reconnaissance, oui, c'est quelque chose de, je pense, d'important pour moi. C'est qui les femmes que tu admires? Mais il y en a beaucoup. Beaucoup de femmes. J'adore, par exemple, la Calas. Je trouve que c'est une femme absolument incroyable. Kalsoum, Jamila Bouhired, Angela Davis. Ça, c'est des femmes que je trouve vraiment incroyables, en fait, dans leur combat. Billie Holiday, bien évidemment. C'est des combattantes, tout ça. Ouais, c'est des combattantes, des guerrières, des femmes qui ont aussi qui ont révolutionné leur art, ce qui est rare dans le milieu parce que t'as des très très grands artistes masculins,
Mais féminins, on nous a donné moins la place. Parce que moi, souvent, je me dis, mais pourquoi il y a moins de femmes? Pourquoi il y a moins de femmes dans l'histoire de l'art? Et avant, j'avais une théorie. Je me disais, ouais, mais en fait, c'est parce que nous, comme on a le pouvoir de donner la vie, en fait, on a moins ce besoin viscéral de la création artistique. Et en fait, depuis que je suis devenue mère, je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est juste parce qu'on a été opprimés qu'on a subi... on nous a jamais laissé cette place-là. Et qu'il y a certaines femmes qui ont réussi à émerger, mais c'est des grandes femmes, des génies. Et voilà, depuis très peu de temps, j'ai changé mon point de vue. Enfin, depuis le temps où je suis devenue mère, en fait. Mais ça me fait penser aussi au livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, où elle explique qu'au fond, s'il n'y a jamais eu de femmes écrivains, s'il y en a eu si peu dans l'histoire de la littérature anglaise, c'est que les femmes n'ont jamais eu accès à une chambre qui soit que à elles. Un petit bureau où elles peuvent s'isoler dans la journée pour écrire, parce que pour écrire, il faut ça. Et un endroit où les enfants ne soient pas dans leurs pattes, où les maris ne viennent pas leur demander des choses, où il n'y a pas de responsabilités qui leur incombent. Et finalement, il y en a peu dans l'histoire des grandes aristocrates, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as accès à ta chambre à toi? Moi, je l'ai... Oui. Tu veux dire depuis que j'ai des enfants et que je suis mariée? Ouais. Cet espace-là, il existe. Moi, je l'ai complètement. Moi, j'ai pu créer, mais en toute liberté, grâce à mon mari. Du coup, moi, j'ai un homme absolument incroyable, un père hors norme, j'ai pu créer en toute liberté, en fait. Et en toute sérénité. Toi, t'es maman, tu vois. Quand tu sais que ton enfant, elle est à la garderie, chez la nounou, c'est pas pareil que si tu sais qu'elle est avec ta maman ou avec ton mari, tu vois. Tu travailles pas de la même manière, tu vois. Là, tu vas vite à 19h, tu vas essayer de rentrer vite. T'es moins sereine, en fait. Moi, c'est vrai que la chance que j'ai, pour le coup, on me dit, mais ça doit être dur chez toi. Je dis, mais non, au contraire. Même mon mari, tu vois, il me dit, mais Ouda, quand je t'entends dans la presse et tout, j'ai l'impression que... Tu vois, alors que... Il est pas du tout visé, quoi. Non, il est pas du tout visé, au contraire. C'est vraiment... C'est grâce à lui que j'en suis aujourd'hui, là où j'en suis. J'ai une question que je pose à toutes mes invitées. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? Ça te fait penser à quoi? Peut-être une renaissance. Voilà, la renaissance. Parce que là, dans la poudre, il y a l'idée de cendre et même l'idée un peu d'argile, en fait. Et qu'on a été créé, on a été fait d'argile. Et qu'on peut renaître de ces cendres aussi. Et qu'on revient à ces cendres. Et j'ai l'impression que la vie a un peu ce cycle-là, en fait. La création de cette argile. Tu sais, il y a l'argile blanc, l'argile noire, l'argile marron et l'argile jaune. Tu vois, c'est les 4 races qu'il y a, en fait. Le noir, le blanc, le jaune, le noir. L'arabe, quoi. La poudre, ça me rappelle un peu ça. Ça me rappelle cette argile qui a été à la base de la création. Et puis aussi la cendre, parce qu'on va être tous ramenés à mourir, à être enterrés et à redevenir une cendre, donc une poudre. Et je pense qu'on va renaître peut-être dans quelque chose de beaucoup plus infini. En poussière d'étoiles. Exactement, voilà. Donc ça me dit ça, la poudre. Merci Ouda. Merci à toi. Merci à Ouda Benyamina d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.